Du conseil municipal de la ville de Château-Richer, tenu ce lundi 6 novembre 2023 à 19h30 au deuxième étage du Centre Olivier-Le-Tardy, à laquelle sont présents Madame la conseillère Christine Plot et Messieurs les conseillers Éric Martineau et Alexandre Richard sous la présidence du maire, M. Gino Pouliot. Sont également présentes la directrice générale par intérim, Mme Magali Lavigne, ainsi que moi-même, Karine Ovington-Greffière. Les membres présents à l'ouverture forment quorum et la séance ordinaire du 6 novembre 2023 est déclarée légalement constituée et ouverte à 19h30. Merci beaucoup. Donc, bienvenue à tout le monde. Merci d'être présent. Je salue également les gens qui vont nous écouter via la télé d'ici et ceux qui assistent par le Zoom là, aux séances du Conseil. Donc, sans plus tarder, nous allons procéder à l'adoption de l'ordre du jour là, pour la séance du 6 novembre. Donc, considérant que l'ordre du jour respecte nos règles de fonctionnement et que je considère que les membres du Conseil en ont pris connaissance préalablement avant la séance et qu'ils renoncent à sa lecture, j'aurais besoin d'un proposeur ou d'une proposeuse. Je vais proposer. Donc, Mme Christine Plot propose d'adopter l'ordre du jour de la séance du 6 novembre tel que déposé. Ceux et ceux qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. L'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 octobre 2023. Donc, considérant que vous en avez pris individuellement connaissance et que vous renoncez à la lecture du dit procès-verbal, j'aurais besoin d'un proposeur ou une proposeuse. Je vais proposer, M. le maire. Donc, M. Alexandre Richard propose que le procès-verbal de la séance du 2 octobre 2023 soit adopté tel que présenté. Ceux et ceux qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Nous sommes rendus au point 5.1, qui est le compte généraux au 31 octobre 2023. Donc, comme on fait à l'habitude, je vais nommer les montants qui sont supérieurs à 5 000 $. Donc, au niveau de la communauté métropolitaine de Québec, on verse la troisième cote sur 3, la cote-part, donc de 7 830 $ et 67 sous. Il y a le ministère des Finances, donc la deuxième cote-part, ça c'est pour la SQ, de 319 656 $. Mécanique Giclair, donc c'est un montant de 48 593,20 $. Dans les dernières séances du Conseil, on avait adopté 3 résolutions différentes pour le camion Canwork qui s'était brisé. On avait une évaluation, mais il y avait des coûts qui s'étaient additionnés. Donc, le montant total, là, c'est celui que je viens de nommer là, de 48 593,20 $. Et en plus, on a Géomode, donc le relevé pour les carrières et sablières. Donc, c'est de 11 491 $ et 75 sous. On a aussi l'incinérateur avec la code de la MRC. Donc, nos frais d'incinération qui sont de 21 529 et 68 sous. On a aussi des produits là, pour l'usine de filtration de l'eau potable. Donc, on en a pour 10 158 et 59 sous. Après ça, Vélo Viléco, la collecte de septembre, donc de 30 582 et 88 sous. Après ça, on a fait aussi de l'amondage au niveau de la montée des hirondelles et des merles et sur l'avenue Royale. Pour le transport pour plus mobile aussi, que l'autobus à 2 étages puisse bien passer. Donc, on en a pour 4 231 et 8 sous. On a aussi le coût pour les vidanges pour les fosses septiques, donc de 35 765 et 88 sous. Nous avons aussi des entrées qu'on a refait là, de service là, pour des résidences, donc avec MK2, 23 224 et 95 sous. Nous avons également la location des conteneurs pour l'éco-centre. On en a pour 16 993 et 35 sous. L'Agence du revenu du Canada, 14 460 $ et 87 sous. Ministre du Revenu du Québec, donc pour 40 059 et 95 sous. Hydro-Québec, 7 613 et 93. Assurance collective là, pour tout le monde, 6 659 et 03. Après ça, nous avons des frais d'honoraires pour Jean-François Giroux. C'est la personne qui nous a supporté là, pour l'embauche de notre directeur des travaux publics. Donc, ça a coûté 8 800 $ et 65 sous. En passant, on a eu, pour ce poste-là, on a eu environ 25 CV qu'on a reçus là, à l'Hôtel de Ville. Et on a décerné aussi, centre de camion, là, une réparation mécanique pour un Inno de 12 038 $ et 43 sous. Donc, le total s'élève à 699 314 et 60 sous. Les salaires, 113
894,38, donc pour un total de dépenses pour le mois de 813 208,98. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur, une proposeuse pour l'adoption. Je propose. Donc, M. Éric Martineau propose de reconnaître cette liste comme faisant foi des dépenses pour le mois et d'autoriser le maire et le trésorière à signer tous les documents afférents. Donc, ceux-ci sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Le point 5.2, je vais passer la parole à M. Richard. Merci, M. le maire. Donc, autorisation de transmission de la liste des personnes endettées pour taxes. Donc, considérant le dépôt de la liste des personnes endettées pour taxes au 6 novembre 2023, dont la somme totalise 35 227,60 sous pour l'année 2023. Je vais passer tous les numéros. Donc, considérant que le Conseil de la Ville de Château-Richer juge opportun de prendre les procédures nécessaires afin d'éviter la prescription des arrérages de taxes. En conséquence, je propose d'autoriser la directrice générale par intérim à transmettre la liste des personnes endettées pour taxes au 6 novembre 2023, totalisant la somme pour l'année 2023, comme on a dit tantôt, de 35 227,60, qui comprend encore une fois les arrérages de taxes ainsi que les intérêts et pénalités calculés jusqu'au 6 novembre 2023 à Morancy Avocat et Maître Martin Bouffard, soit mandaté à prendre une action en justice afin de recouvrer les taxes foncières dues à la Ville. Et que le préambule, de la présente résolution en fasse partie. Merci. Donc, ceux-ci sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Le point 5.3, Mme Christine Plot. Oui, merci, M. le maire. Donc, tarification 2024 pour le réseau biblio de la capitale nationale et de Chaudière-Appalaches. Considérant que le réseau biblio de la capitale nationale et de la Chaudière-Appalaches soumet aux fins de planification budgétaire la tarification 2024, en conséquence, je propose d'accepter la tarification 2024 qui s'établit comme suit. Donc, 5,04 sous par personne. Il y a aussi la gestion des accès informatiques qui s'élève à un montant de 482,83. Soutien aux applications, donc 1 ou 2 postes à 231,38. Puis soutien aux applications pour chaque poste additionnel de 115,69 $. Donc, et d'autoriser l'assureur de la Ville à couvrir la valeur des biens culturels de 2024 pour la valeur déterminée par le réseau Biblio. Merci. Donc, ceux-ci sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 5.4, je passe la parole à M. Martineau. C'est M. le maire. Autorisation de paiement, dernier transmission. Considérant que des réparations majeures doivent être effectuées sur le camion Inno 165, qui date de 2006. En conséquence, je propose d'autoriser le paiement de la facture de l'entreprise Desharnais Transmission au montant de 12 038,43, taxes incluses pour les réparations majeures effectuées sur le camion Inno 165. Merci. Donc, ceux-ci sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Le point 5.5, donc, c'est l'adoption du budget révisé pour 2023 là, pour le déficit d'exploitation pour l'OMH de la côte de Beaupré. Donc, que le document qui représente le budget, que le conseil municipal se doit par résolution d'accepter le budget révisé. Donc, je propose donc que le budget de 2023 là, pour l'exploitation de l'OMH soit adopté tel que présenté. Donc, ceux qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Prochain point, 5.6, l'attestation de réalisation des travaux pour le programme d'aide financière pour le bâtiment municipal Prabam, donc avec la subvention Prabam pour la rénovation d'hôtels de ville. Donc, en réalité, tout ce que ça dit, cet article-là, c'est qu'on va aller faire la résolution de réédition de compte. Donc, il faut soumettre nos dépenses par facture là, au ministère, au MAMACH, et pour avoir la subvention également là, par rapport à ces travaux-là qui ont été faits. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Le point 5.7, M. Richard. Merci, M. le maire. 5.7. Donc, somme payable pour les services de la Sûreté du Québec pour l'année 2024. Concernant la facture acheminée le 1er novembre 2023 par le ministère de la Sécurité publique au montant de 669 580 $ pour l'année 2024, ce qui représente une augmentation de 4,73 % pour votre information par rapport à l'année passée. Considérant que le premier paiement doit être versé au plus tard le 30 juin 2024 et que le second paiement doit être versé au plus tard le 31 octobre 2024, en conséquence, je propose d'autoriser le paiement en 2 versements. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 5.8, donc, c'est le dépôt des états comparatifs semestriels. Donc, conformément à la loi 105.4, on dépose
un état comparatif là, qui est équilibré pour l'exercice financier. Donc, le dépôt étant fait, nous sommes rendus au point 6, qui est le suivi des dossiers là, et points d'information. Je vais passer la parole à Mme Plot. Merci, M. le maire. Donc, je commence avec tout ce qui concerne les loisirs. J'aimerais tout d'abord revenir sur la fête de l'Halloween qui a eu lieu ici à la ville de Château-Richer le 27 octobre dernier. C'était le bal des monstres, puis ça a encore une fois été un franc succès là, grâce à une participation exceptionnelle de nos citoyens. Je tiens donc à remercier là, tous nos nombreux bénévoles et tous nos partenaires qui ont contribué à ce que l'événement soit une belle soirée. Donc, je vais les nommer. Joe Drouin, PMT Roy, Résolu, Gosselin Tremblay Excavation, Restaurant Château-Régal, Développement DEP, Restaurant Le Montagnet et Saint-Hubert. De plus, nos pompiers qui circulent là, normalement le 31 octobre, l'ont fait aussi là, lors de la cueillette pour s'assurer de la sécurité là, dans les rues. Puis, ils étaient là aussi pour la fête, là, donc le bal des monstres en soirée à l'extérieur pour pouvoir présenter leur camion. Donc, les enfants ont pu profiter de ce moment-là et tout le monde a bien apprécié. Là, maintenant que l'Halloween est derrière nous, bien, c'est le temps de penser aux festivités de fin d'année. Donc, à Château-Richer, là, on a à cœur notre patrimoine et notre culture. Donc, nous sommes aussi fiers de notre proximité avec la nature. C'est pourquoi on invite nos citoyens à participer à notre Noël d'antan, c'est avoir une espèce, on essaie d'être dans une ambiance qui va nous permettre là, de décorer nos maisons dans cet esprit-là, que ce soit avec des accessoires divers datant d'une autre époque ou du sapinage naturel. Ben, on invite nos citoyens à laisser libre cours à leur imagination. Les étoiles qui ornent déjà là, plusieurs maisons sur la côte de Beaupré vont pouvoir continuer de rayonner tout le long de la côte. Puis avec tous ces éléments-là, ben, ce qu'on aimerait, c'est qu'avec le temps, ben, les gens, nos citoyens, puis aussi les gens de l'extérieur puissent venir déambuler dans les rues pour pouvoir profiter de cette ambiance-là avec nous. Donc, on va vous inviter sous peu là, à venir, à partager en fait là, vos photos de vos décorations afin de participer à un concours. Puis, toutes ces informations-là vont être diffusées sur notre page et notre site Facebook. Donc, finalement, il y a deux événements qui vont arriver bientôt, hein, en décembre. Premièrement, il y a le marché de Noël qui va avoir lieu là, le 2 et 3 décembre. Aussi, il va y avoir la fête des enfants qui est organisée par les Chevaliers de Colomb qui va avoir lieu le 10 décembre prochain. Donc, encore une fois, toutes les infos de ces activités-là qui s'en viennent vont être diffusées sur les différentes plateformes de la ville de Château-Richer. Merci beaucoup, Mme Plot. Monsieur Martineau. Merci. L'éco-centre, il reste 2 jours pour en profiter. Donc, le site est encore ouvert samedi le 11 novembre et le 18 novembre. Ensuite, il reste une collecte de feuilles à faire qui sera le vendredi 10 novembre, la dernière collecte. Merci beaucoup. Donc, moi, je vais parler du dossier de l'entreprise Gosselin. Comme vous savez, le processus est terminé, donc on a fait un avis public là, pour voir si les gens voulaient aller vers un vote référendaire. Pour pouvoir se prononcer sur le projet. Ça prenait un nombre de signatures maximales. Les gens avaient jusqu'au 26 octobre pour pouvoir faire signifier leur droit de pouvoir aller faire demander le registre pour aller vers un vote. Mais finalement, ça n'a pas été retenu. Donc, pour nous, le dossier il est complet. Cependant, on s'est engagé auprès des gens quand même de faire une rencontre pour faire le tour du dossier une fois avec les gens de la population. Donc, cette rencontre-là va avoir lieu. La date n'est pas arrêtée encore, mais par contre, nous allons l'annoncer sur la page Facebook là, de notre site là, de la ville de Château-Richer. Donc, nous allons vous inviter à une rencontre, d'échanger d'informations là, pour s'assurer, pour donner l'information sur le projet. Par rapport au transport de bois sur la route de Saint-Achillé, on avait fait un rapport là, durant l'été par rapport à ça, parce que les gens nous avaient informé qu'il y avait du transport de bois. On vous avait informé à l'époque que le transport allait se faire jusqu'à l'automne tard, là, un petit peu avant l'hiver, ça allait arrêter. Ça devrait être sur le bord de prendre fin ces activités-là. On va vous partager l'information également sur la page Facebook de la Ville.
Il y a des gens qui pensent que c'est la ville de Château-Richer qui avait autorisé le transport, là, mais c'est pas nous, c'est le ministère des Transports, le MTQ, qui avait donné les permis pour permettre à l'exploitant de pouvoir transporter le bois par les routes de Saint-Achille. Donc, ce qu'on avait déploré à l'époque, c'est qu'on n'avait pas été informé de la situation. On avait été informé par les citoyens qui nous avaient dit qu'il y avait du transport qui se faisait. Et là, à ce moment-là, on avait entré en contact avec l'ingénieur forestier dans le dossier et on vous a partagé l'information qu'on réitère aujourd'hui. Donc, dès qu'on va avoir d'autres nouvelles par rapport à ce dossier-là, on va mettre l'information sur la page Facebook. L'autre dossier, au 21 octobre dernier, nous avons inauguré l'exposition d'Olivier Letardy. On devait le faire durant l'été quand on a fait l'inauguration de la statue. Finalement, on avait manqué de temps. Donc, ça a été fait le 21 octobre dernier. Donc, j'invite les gens, la population, de venir visiter là, au centre, aux Trois-Couvents, l'exposition d'Olivier Letardy. On l'a inauguré le 21 octobre, puis il y a quand même pas mal de matériel. C'est sûr que ça va être peaufiné. Ça va être une exposition permanente. Une exposition permanente, selon les normes, c'est environ une dizaine d'années. Donc, avec le temps, on va être capable de le peaufiner, mais ça va vous permettre de voir l'évolution de cette exposition-là. L'autre sujet que j'aimerais vous aborder, c'est qu'il va y avoir le 15 novembre prochain. Là, je prends mon pad parce que je veux pas oublier. Mais le 15 novembre prochain, il y a une première journée qui est axée sur l'enfance. Donc, ça va avoir lieu au Centre multiculturel, de Beaupré. Ça commence à 9 h le matin, donc dès 8 h 30, on accueille les gens. C'est ouvert au public, c'est ouvert aux élus, aux citoyens, c'est ouvert aux gens du milieu. Et il va y avoir des conférences là, sur l'évolution d'un enfant, son comportement, tout ça. Puis il va y avoir des panels de discussion également, là, selon des ateliers, des activités là, pour les 0-8 ans, les 9 à 17 ans. Il ne veut pas faire de nous des experts, mais c'est de comprendre des fois les comportements, puis d'être capable des fois d'être alerté sur des choses qui peuvent se passer. Puis c'est des gens qui viennent de la DPJ ou qui vont être là comme intervenants pour venir nous expliquer comment ça fonctionne. Puis c'est des gens aussi qui travaillent avec le CIUS de la capitale nationale. Donc c'est une première. C'est des conférenciers qui sont reconnus dans le milieu là, pour le développement des enfants. Donc j'invite les gens à venir à participer. C'est 22 $ par personne là, pour être présent. Donc, le 15 novembre, 8h30, l'ouverture, puis ça commence à 9 h. Donc, je vous invite à vous inscrire pour compléter les groupes qui sont présents. Donc, ça fait le tour des points à l'ordre du jour pour le suivi, les points d'information. Nous sommes rendus au point 7, qui est la période des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Bonjour. Bonjour. Monsieur le maire, conseillère et conseiller. Yves Gagnon. Monsieur Gagnon. Moi, j'ai une interrogation au point de vue du bâtiment de Gosselin-Tremblay. C'est pas de savoir s'il faut qu'il se construise ou pas. C'est sur l'esthétisme. J'ai été voir sur le site de la ville. Je comprends pas qu'il n'ait pas intégré de la pierre puis du bois. C'est deux activités traditionnelles de Château-Richer. Là, ça va avoir l'air encore d'un gros hangar de tôle, comme on voit trop souvent sur le boulevard Sainte-Anne. Il me semble qu'il aurait pu juste intégrer une petite partie, un peu comme ils ont fait à la bibliothèque ici. Ils ont fait de la tôle à la canadienne. Rappeler un peu l'historique, puis aussi rappeler les matériaux qui existent à Château-Richer. Il me semble que l'architecte, c'est pas forcé, puis c'est plus une question d'esthétisme que le débat. Là, je ne veux pas embarquer dans le débat, savoir s'il faut que ça se fasse ou pas. Là. Non, je comprends, puis... Dans les faits, on nous a déjà partagé cette information-là, qu'il n'y aurait pu y avoir d'autres matériaux qui auraient pu être utilisés là, pour l'extérieur. Cependant, le dossier a été soumis au CCU et les gens se sont prononcés sur le projet. Mais ce qu'on a dit aux gens lors des rencontres de consultation, c'est sûr que dans le futur, là, on sait que l'entreprise est située entre le boulevard Sainte-Anne et l'avenue Royale, mais même si c'est du côté... de l'autre côté là, du boulevard Sainte-Anne, c'est sûr que dans le futur, on va prêter une attention particulière pour ce genre de commentaires-là qui nous a été mis là, lors de cette consultation-là. Parce que c'est un bâtiment quand même qui va être impressionnant en dimension, tout ça. Ça aurait été une belle occasion de justement, je ne sais pas s'il est trop tard pour corriger. C'est sûr, lui, le propriétaire, il a dû faire appel à un architecte. Je ne comprends pas que l'architecte n'ait pas pensé à ça. Je pense à Garouet sur le boulevard Sainte-Anne, on voit une belle structure en bois à l'intérieur. Ça n'a pas besoin d'être tout au complet avec des matériaux
Mais au moins avoir des petits rappels. Je pense que CCU il a échappé aussi de ce côté-là. Là. On a une belle municipalité, mais il ne faut pas déguiser avec des hangars d'avion. Là. On l'a pris en note, ce commentaire-là, puis c'est sûr que pour les prochaines, on va faire attention à ça. Là. OK. Je ne sais pas si d'autres personnes... Vous pouvez y aller, vous avez le droit à 2 questions minimum. Ouais. Là, si, je voulais savoir, pour les appels d'offres, j'ai regardé dans SEAO. Je trouve que j'ai pas trouvé grand-chose à la ville de Château-Richer. Je ne sais pas c'est quoi qui détermine si, quand vous allez là, si vous allez en regroupement avec les autres municipalités. J'essaie de comprendre... SEAO, quand on va en appel d'offres dessus, c'est parce qu'on a des projets à faire, on a besoin de faire des commandes, on a besoin d'aller en appel d'offres en réalité. Donc, quand il y a des choses qui doivent se faire, on va la mettre dessus. On est allé dernièrement là, pour le sel et le sable. Là, on l'avait annoncé dans une rencontre précédente. Donc, ça dure une période de 30 ou de 40 jours, tout dépendant des appels d'offres qui sont à faire. Là. Et c'est là qu'on se retrouve sur ce site-là. C'est-tu le type de projet, les matériaux? C'est quoi qui fait là? C'est-tu l'ampleur? Ou d'autres critères aussi? Dans les projets, il y a des projets qu'on peut faire de gré à gré, donc jusqu'à un certain montant, jusqu'à 100 quelques mille dollars, là, on peut aller de gré à gré. Mais pour les appels d'offres, à ce moment-là, tous les montants qui sont supérieurs, oui, on va en appel d'offres par rapport à ces choses-là, mais ça dépend des projets, si on a des projets ou si on n'a pas de projet. Là. Est-ce que ça complète, Mme Lavigne? Il paraît qu'il faut que je prenne le micro, parce que je ne m'entends pas. Donc, c'est ça. Les projets dépendent, donc on va en SEAO à partir du moment où on a des projets qui s'élèvent à plus de 121 000. C'est ça le seuil pour aller en appel d'offres. Et ça peut être aussi bien pour les matériaux que pour aller faire appel à des entrepreneurs qui doivent réaliser des travaux. Alors, nous, prochainement, on va s'en aller en SEAO, surtout cet hiver, pour des projets qu'on avait avec des subventions qui ne sont pas encore écoulées, comme la TEC et le FIMO, entre autres. Donc pour la route de l'église et puis pour d'autres tronçons de la rue dont on va vous faire part dans la question budgétaire. Voilà. Okay. Est-ce que ça répond un peu mieux? Il y a comme un deuxième volet, c'est que quand j'ai été sur SEAO, le seul appel d'offres que j'ai vu, c'était pour des coteaux coin Joli à Château-Richer. La valeur estimée, c'est marqué 732 000 puis à 5 283 000. Y a-t-il une erreur? Il me semble qu'il y a un écart inimaginable. Je ne sais pas de quoi vous faites allusion. Je peux vous donner le document, là, au pire. Là. On nous remettrait à la fin, mais je ne sais pas de quoi vous parlez. Je pense qu'il y a une virgule qui n'est pas à sa place. Normalement, quand on va en appel d'offres, on fait attention. Moi, je travaille dans le domaine, puis je prépare des appels d'offres. Puis... À ma connaissance, on n'a pas fait d'appel d'offres pour Coin Joli. C'est en 2020. En 2020? Ah, c'est ça. Mais c'est surprenant qu'il y ait un écart de 732 000 à 5 283 000. Il y a quelqu'un qui n'a pas vérifié, même il y a plusieurs personnes qui n'ont pas vérifié le dossier. En 2020, il y a eu la réfection de la rue des Coteaux et Coin Joli. Là. Toute la rue Joli et des Coteaux, tout a été refait au complet. Les égouts, l'aqueduc et l'asphalte, le chemin, tout a été refait. Je sais qu'il y a eu ça, mais les montants exacts, là, je ne sais pas si ça reflète la réalité. On parle du simple à 10 fois. Là. Ça commence à... c'est ça. Mais là, comme disait Mme Lavigne, il va en avoir d'autres. Il va en avoir d'autres. Peut-être faire attention à ça, parce qu'un entrepreneur peut décider de ne pas soumissionner, ou l'inverse, il va soumissionner, il va dire, regarde, je vais aller chercher 5 millions au lieu... On va être vigilant sur ça. OK, c'est beau. Merci beaucoup. Bonsoir, Marie-Ève Biloc. Le budget révisé. Pardon? Le budget révisé. Oui. C'est un budget de quoi? Le budget, c'est celui de l'OMH. C'est vraiment juste celui-là de l'OMH? Oui, oui. Puis ça, on peut avoir accès à ce document-là? Oui, tous les documents qu'on dépose en séance du conseil où il y avait accès. OK. Est-ce qu'ils sont sur le site de la ville ou on doit faire une demande? Ils sont sur le site de la ville, ceux qu'on dépose au conseil municipal. Pas l'OMH. Pas l'OMH. Faut le demander via la loi d'accès à l'information. D'accord, merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir. Excusez ma voix, toujours la même. Bonsoir, Louis Pinchot. J'ai une question d'ignorant et puis un commentaire. Question d'ignorant, il a été question... Non, c'est vrai. C'est pas juste pour faire semblant. Je vois qu'il y a une liste des payeurs de taxes endettés. Est-ce que c'est une donnée publique, ça, ou c'est confidentiel?
En réalité, c'est parce que les gens sont rendus à échéance par rapport à leur propriété, donc ils doivent payer les taxes. Sinon, c'est une saisie qui peut se faire au niveau de la propriété. Là. Donc, il y a un délai maximum. On atteint le délai. Chaque année, on fait le même exercice. Et habituellement, les gens, là, ils savent qu'ils sont en bout de ligne. Là, puis les gens viennent payer. Là. Je me souviens pas qu'on ait été en arbitrage, en audition dans un dossier ou l'autre depuis qu'on est arrivé depuis 2 ans. Là. Mais c'est une pratique qui est comme ça depuis des années. Là. Puis on n'a pas le choix d'annoncer que les gens doivent payer, c'est le délai. Oui, bien en fait, je vais vous dire pourquoi je me posais la question. C'est parce que j'habite en dessous du mont Champagnat, qui est vide, et je me demande ce que fait, comment ça se passe pour une institution comme celle-là avec son compte de taxes, parce qu'il y a quand même un joli compte de taxes à payer. Chaque propriétaire doit payer ses taxes en réalité. Là. Donc, les gens, il y a des modes de paiement, puis il y a des périodes où on doit le payer durant l'année. Donc, vous l'avez sur votre compte de taxes, les dates d'échéance, les gens viennent payer. Là. OK. Donc, le Mont-Champagnat paye ses taxes. À ma connaissance, oui, il n'est pas dans la liste. Merci. Alors, je voudrais, M. Gagnon, c'est ça? Juste ajouter un commentaire. Vous le savez, je ne me suis pas caché depuis toujours concernant le projet Gosselin-Tremblay. Ce qui me préoccupe, moi, c'est l'aspect architectural et l'impact visuel sur le paysage. Je n'ai jamais remis en question la présence de Gosselin-Tremblay à cet endroit-là et la poursuite de ses activités. Et la question soulevée par M. Gagnon, à mon avis, demeure pertinente. Je voudrais quand même signaler que le règlement 598-22 concernant les projets particuliers comportait des articles précis concernant l'intégration architecturale, d'une part, et que d'autre part, les éléments qui devaient obligatoirement se trouver dans le projet, dans le dossier déposé par Gosselin-Tremblay le 22 mai, devaient faire état de ces aspects-là. Et ces éléments sont absents du dossier de Gosselin-Tremblay, celui qui a été soumis le 22 mai. Donc, la Ville avait la possibilité d'exiger éventuellement des modifications si elle avait voulu le faire, ou elle aurait pu exiger que le dossier soit complet. Alors, je trouve que, sauf le respect que je dois, Monsieur le maire, je trouve votre réponse un peu courte quand vous dites que à l'avenir, ça ne se fera plus et qu'on n'avait pas de moyens de soulever les questions que M. Gagnon soulève maintenant avant l'acceptation du projet par le CCU et toute la démarche qui s'est enclenchée par la suite. Mais dans les faits, quand je dis qu'on va en tenir compte, qu'on n'aurait pas dû faire ça, c'est pas ça que j'ai dit. Là, je dis qu'en réalité, que la prochaine fois qu'on va tenir compte de ces éléments-là, peut-être davantage, on va porter une attention particulière par rapport à ça, puis on en saisit vraiment l'importance là, pour les gens lors des échanges qu'on a eus. C'est ça que je dis. Par contre, dans le processus, une fois qu'on a accepté, ce qu'ils nous ont proposé, puis les recommandations, puis on les accepte, à ce moment-là, l'entrepreneur entreprend des démarches, puis il fait tout faire ses plans officiellement. Là, donc, il engage il réserve ses matériaux, parce que c'est accepté, ses plans ont été faits, il réserve ses affaires, puis là, après ça, lui, il est prêt à monter sa bâtisse ou à faire ses choses. Puis c'est là où on se dit, quand on est avancé dans un processus, on ne peut plus revenir en arrière, faire annuler des commandes qui sont faites. Déjà là, avec le processus qui est en cours, le fait qu'il est regardé pour peut-être s'installer ailleurs, il a dû mettre en suspens ses commandes et ça lui a coûté des dizaines de milliers de dollars. Là. Donc, en cours de processus, quand on donne le OK à un projet, on l'accepte, les commandes se font et se signent avec les fournisseurs. Et là, il y a des coûts quand on arrête et on veut changer des choses. On peut pas, il faut faire ça avant qu'on donne le OK. Donc, ce que je dis, c'est que dans les prochains, puis on s'en est même parlé entre nous, lorsqu'il va y avoir des projets comme ça, on a demandé d'être informés, nous, rapidement, parce que des fois, les gens vont se présenter au niveau de l'urbanisme, ils présentent un dossier, il y a des discussions qui se font, mais à un moment donné, on est mis au courant. Ce qu'on a demandé, c'est d'être mis au courant le plus tôt possible pour être capable de regarder, puis peut-être de donner notre opinion, nous aussi, puis d'intervenir là-dedans, tout en tenant compte aussi, comme on le disait tout à l'heure, là, des interventions qui ont été faites là, préalablement là, lors de la consultation.
Fait que les choses qui ont été dites, on les a retenues, on les a compris, on les a entendues et on va agir dans le futur avec ces recommandations-là. On va en tenir compte dans la mesure où on est capable de le faire aussi. Mais... Ben, je suis bien d'accord avec vous sur la nécessité d'intervenir plus tôt dans le processus. Maintenant, je voudrais ajouter aussi concernant les frais engagés par M. Gosselin. J'en veux pas, M. Gosselin, sauf qu'il y avait quand même le processus de référendum qui était pendant et qui aurait pu avoir lieu. Et peut-être que M. Gosselin a fait des démarches prématurées aussi, en prenant trop rapidement des arrangements avec des entrepreneurs. Enfin. Tu voulais intervenir? Oui, juste pour ajouter un point, là, un petit peu sur le point de l'idée de l'aspect du bâtiment. Là. Quand on l'a vu en CCU, en détail, là, on a jasé pendant une grosse heure et sinon plus. Là. L'idée de peut-être faire le bâtiment avec des matériaux nobles, tout ça, puis de demander d'intégrer de la pierre, tout ça. En réalité, là, ce qu'on trouvait intéressant dans de la façon qui était présentée, surtout l'élévation du côté ouest, là, quand on arrive de Québec, là, que c'est un grand mur aveugle, là, on avait trouvé intéressant qu'il ait joué avec des différentes teintes dans la couleur de tôle, puis que c'était des teintes qui se fondaient dans le paysage, que c'était pas des teintes pour pas que ça fasse écrasant, justement, déjà que le bâtiment était gros. Fait que c'était un peu dans cette optique-là qu'on l'a accepté comme ça, parce qu'on trouvait que malgré la grosseur, les teintes qui avaient été choisis, puis il y avait quand même un certain travail là, au niveau que ce soit pas justement pas toute la même teinte, qu'il jouait avec les teintes sur le bâtiment pour que ça fasse moins, que ça pèse moins dans le paysage. Fait que c'est un petit point, là, tu sais, on l'a pas passé comme une lettre à la poste. Là. On l'a quand même étudié, puis ce point-là, là, c'est un point qui avait été regardé. Là. Merci. Merci. Est-ce qu'en ligne, c'est le Zoom qu'on entend les gens cogner? On entend toujours un bruit, un arrière-bruit, non? OK. Non, je pense que c'est ici. OK. Merci. Merci. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Donc, ça met fin à la période de questions. Nous sommes rendus au point 8. Donc, je vais passer la parole à M. Richard. Bien sûr. Merci, M. le maire. Donc, l'adoption du règlement numéro 609-23 modifiant le règlement numéro 502-16 intitulé décrétant l'imposition d'une taxe pour le financement des centres d'urgence 911. Considérant les pouvoirs conférés à la Ville de Château-Richer par la loi sur les cités des villes, considérant que la Ville de Château-Richer désire amender son règlement dans le but de modifier l'article 2 et d'ajouter un article, considérant qu'un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire qui était tenue le 2 octobre 2023 et qu'un projet de règlement a été présenté et déposé à la même séance, puis considérant qu'une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil au moment du jeu opportun, au bon moment, que le règlement est disponible pour consultation à la mairie là, pour les 2 jours juridiques, là, tels que nécessaire. Considérant que des copies du règlement sont disponibles et à disposition du public pour consultation dès le début de la séance d'adoption, et ce, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités-villes, je propose que le règlement 609-23 soit adopté. Merci. Donc, ceux-là qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Le point 8.2, qui est l'adoption du règlement 606-23, modifiant le règlement le 592-21 afin de retirer des travaux de la montée des chaînes. Donc, on en a déjà parlé dans des rencontres précédentes. Donc, il y avait un règlement d'emprunt, ou en tout cas, il y avait un prêt qui avait été fait qui comportait 2 travaux dans ce montant-là. Donc, il y avait la rue du Couvent, puis il y avait la rue de la montée des chaînes. On a décidé de ne pas faire les travaux pour la montée des chaînes. Donc, il reste à faire les travaux pour la rue du Couvent qui s'élève à 323 690 au lieu de 645 000 environ. Donc, la résolution vise à fermer ce prêt-là pour éviter de payer des intérêts de façon déraisonnable parce qu'on ne fera pas les travaux présentement, donc il faut fermer ce prêt-là. Donc, je propose que le présent règlement 610-23 soit adopté tel que je vous viens de vous présenter. Donc, ceux et ceux qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Le 9.1, M. Richard.
Oui, donc l'octroi d'un contrat d'accompagnement pour la mise en norme de l'assainissement des eaux usées. Donc, pour faire un petit résumé sur ce point-là, c'est concernant, là, dans le fond, la mise aux normes, bon, l'assainissement des eaux usées, on sait que sur le boulevard Royal, sur l'avenue Royale, pardon, il y a des endroits, en fait, qui n'ont pas les égouts et donc il y a des... le ministère de l'Environnement, pardonnez-moi, qui nous demande, là, dans le fond, de se mettre à jour, de se conformer aux normes. Donc, on a comme une obligation là, de faire des travaux. Cependant, les 10 travaux, étant donné qu'on est dans une zone qui est agricole, et la possibilité d'avoir des subventions sont très difficiles, en fait, voire impossibles. Il faut pour ça, on est en train de faire des démarches, en fait, pour pouvoir avoir des subventions. On essaie de trouver des façons de faire pour être capable de le réaliser. En attendant, donc la FQM, là, qui a été reçue par la Ville pour la volet mise aux normes de l'assainissement des eaux usées, on va faire, dans le fond, un suivi avec nous, avec des ingénieurs. Donc, le service d'accompagnement qui est adaptable selon les besoins vise à fournir une assistance technique et administrative dans les différentes étapes de ce projet-là, qui va être un gros projet. Donc, je propose que le Conseil accepte l'offre de service de la FQM pour l'accompagnement du volet mise aux normes de l'assainissement des eaux usées au moment forfaitaire, comme on avait dit, de 20 000 $, que le Conseil autorise par la présente Monsieur le maire et la direction générale à signer pour et au nom de la Ville de Château-Richer tous les documents donnant effet à la présente résolution et que les crédits requis soient prélevés au fonds de roulement et soient remboursés en 5 versements annuels égaux et consécutifs. Donc, on va espérer que ça va nous permettre là, de faire avancer ce projet-là. Voilà. Merci beaucoup. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 9.2, Tétratec. Donc, c'est l'octroi d'un mandat d'assistance technique pour l'implantation de compteurs d'eau. Comme vous savez, on vous en a parlé quelques reprises là, lors des séances. On a eu l'obligation du ministère de l'Environnement d'installer des compteurs d'eau suite aux contrôles qui sont faits au niveau de notre usine d'eau potable. Et ces compteurs d'eau-là doivent être installés avant septembre 2025. Donc, on a commencé à rencontrer des fournisseurs, des gens qui offrent le produit. Mais par contre, c'est une démarche quand même laborieuse qui est assez importante. Puis on veut être conseillé, puis bien encadré, puis bien dirigé là-dedans aussi. Donc, on veut faire appel à cette firme-là qui, eux, sont spécialisés là-dedans. Donc, ils vont nous emmener, qui vont nous aider à planifier les travaux. Ils vont nous aider à fournir aussi l'évaluation des besoins au niveau des compteurs, qu'est-ce qu'on a. Et au niveau des différents scénarios de déploiement et tout ça, au niveau de la communication, le financement, les impacts que ça va avoir, donc les orientations stratégiques à avoir dans ce type d'approche-là. Donc, c'est des gens qui sont spécialisés par rapport à ça. Donc, je propose en réalité là, de faire affaire avec cette entreprise-là, puis d'octroyer le mandat technique là, pour l'implantation des compteurs d'eau là, avec la firme Tétratec au montant de 8 000 $ avant taxe. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je vais passer la parole maintenant à M. Martineau pour le point 10.2. C'est M. le maire. 10.2, demande de dérogation mineure au 7584 boulevard Sainte-Anne. Considérant que le requérant soumet une demande de dérogation mineure pour l'implantation de 2 bâtiments complémentaires sur la propriété sise au 7584 boulevard Sainte-Anne, c'est des bâtiments qui sont déjà existants. Considérant que le CCU a émis le 19 septembre dernier un avis favorable à la demande de dérogation mineure, en conséquence, je propose que le conseil municipal autorise la dite demande de dérogation mineure pour l'emplacement de 2 bâtiments complémentaires sur le terrain situé au 7584 boulevard Sainte-Anne. Merci. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 10.3. 10.3, changement de revêtement au 8044 Avenue Royale. Considérant que le requérant soumet une demande pour effectuer des rénovations extérieures sur le bâtiment principal CISO 8044 Avenue Royale. Considérant que le CCU a émis le 24 octobre 2023 un avis favorable pour les travaux de rénovation extérieure avec les conditions suivantes. De conserver le revêtement de la façade latérale gauche côté Est en tôle de ferblanterie argentée. De remplacer ou changer les revêtements des 3 autres façades côté nord, sud et ouest, soit par du bois, du bardeau de cèdre brun chocolat ou du clin de bois disposé à l'horizontale,
de remplacer les éléments de finition extérieure tels que planches cornières et ceintures de fondation par des matériaux semblables à celui du revêtement choisi. En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise les rénovations extérieures sur le dit bâtiment. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 10.4, M. Martineau. 10.4. Construction de bâtiments secondaires au 100 montée du parc. Considérant que le requérant soumet une demande pour la construction d'une remise détachée et un abri à bois en cour arrière au 100 montée du parc. Considérant que le CCU a émis le 24 octobre 2023 une recommandation favorable quant à la construction des deux bâtiments, tels que présentés dans les plans de construction préparés par le demandeur, à l'exception de l'emploi des matériaux en polyéthylène pour les rideaux en façade et du côté droit de l'abri à bois. En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise la construction des deux bâtiments conditionnellement aux commentaires émis par le CCU. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 10.5, M. Martineau. 10.5. Construction de bâtiments secondaires au 37 montée du parc. Considérant que le requérant soumet une demande pour la construction d'une remise détachée en cour arrière au 37 montée du parc. Considérant que le CCU a émis le 24 octobre 2023 une recommandation favorable quant à la construction du bâtiment. En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise la construction du dit bâtiment. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 10.6. Affichage au 75-70 boulevard Sainte-Anne. Considérant que le requérant soumet une demande pour un projet qui consiste à installer 2 panneaux d'affichage sur le poteau existant avant du bâtiment et un affichage apposé sur le mur du bâtiment principal commercial CISO 75-70 boulevard Sainte-Anne. Considérant que le CCU a émis le 24 octobre 2023 une recommandation favorable quant à l'installation des panneaux d'affichage, avec les conditions suivantes, les enseignes ne doivent pas être rétroéclairées. Au besoin, le demandeur peut ajouter de l'éclairage par projection sur les enseignes sur poteau. En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise l'installation des panneaux d'affichage sur le poteau et sur le mur du bâtiment principal, conditionnellement au respect des commentaires émis par le CCU. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. C'est adopté à l'unanimité. 10.7. 10.7. Affichage au 72-64 boulevard Sainte-Anne. Considérant que le requérant soumet une demande pour un projet qui consiste à installer des panneaux d'affichage sur pylône avant du bâtiment commercial CISO 72-64 boulevard Sainte-Anne. Considérant que le CCU a émis le 24 octobre 2023 une recommandation favorable quant à l'installation des panneaux d'affichage, avec la condition suivante, le demandeur doit aménager une bordure avec des matières inertes, blocs de béton ou pierres de dimension moyenne, afin de délimiter l'aménagement paysager autour de la base du support des panneaux d'affichage. En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise l'installation des panneaux d'affichage, conditionnellement au respect des commentaires émis par le CCU. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 10.8, M. Martineau. 10.8. Rénovation extérieure au 367 rue Pichette. Considérant que le requérant soumet une demande pour effectuer des rénovations extérieures sur le bâtiment principal CISO 367 rue Pichette, considérant que le CCU a émis le 24 octobre 2023 un avis défavorable pour les travaux de rénovation extérieure, pour la raison suivante, la modification de la pente et de la forme du toit ne respecte pas l'aspect patrimonial du bâtiment. À cet effet, les membres du CCU recommandent aux demandeurs de conserver la forme actuelle du toit, utiliser les mêmes matériaux de recouvrement que ceux de la partie avant, c'est-à-dire de la tôle, afin que l'ensemble du toit du bâtiment soit recouvert par le même matériau. En conséquence, je propose que le conseil municipal accepte la demande pour les rénovations extérieures au bâtiment principal, conditionnellement à ce que l'exécution soit faite selon les nouveaux croquis transmis au service de l'urbanisme en date d'aujourd'hui, qui en fait accepte la modification du toit, mais avec des rappels de l'ancienne toiture pour rencontrer les exigences l'idée des exigences du CCU, puis en même temps de respecter il y avait une contrainte particulière là, avec cette maison-là au niveau de l'isolation. Donc, c'est ça.
Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 10.9. Le lotissement, création de 8 lots, secteur montée du parc. Considérant que le requérant soumet une demande pour le lotissement pour 8 lots à partir de 5 lots existants dans le secteur de la montée du parc. Considérant que le CCE a émis le 24 octobre 2023 un avis défavorable pour le projet de lotissement en question pour les raisons suivantes. Absence de documents démontrant l'implantation des bâtiments, l'aménagement paysager extérieur, l'aménagement des entrées d'auto, l'absence de documents topographiques montrant les courbes de niveau, le non-respect de l'article 8.3 du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale et la gestion du déneigement des entrées de rue là, qui était problématique. En conséquence, je propose que le conseil municipal refuse le projet de lotissement en question pour les raisons émises par le CCU. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Le 10.10. Usage temporaire, entreposage extérieur au 7146 boulevard Sainte-Anne. Considérant que le requérant soumet une demande pour effectuer de l'entreposage extérieur au 7146 boulevard Sainte-Anne comme usage temporaire pour une période de 8 mois, soit du 1er décembre 2023 au 31 juillet 2024. Considérant que l'usage actuel sur le terrain est de type commercial, dans lequel le commerce de gros et l'entreposage intérieur sont autorisés en vertu de la grille de spécification du règlement de zonage, considérant que les équipements motorisés à entreposer sont des véhicules automobiles, des roulottes et des bateaux de plaisance, considérant que l'usage entreposage extérieur n'est pas autorisé dans la dite zone, ni ne peut être un usage complémentaire à l'usage principal actuel, considérant qu'en vertu de l'article 7.9 du règlement de zonage, le conseil municipal peut autoriser par résolution un usage et des constructions temporaires et en préciser les modalités d'exercice. Considérant que l'aire d'entreposage proposé par le requérant est en cour arrière, à l'extérieur de la bande riveraine, à l'extérieur des milieux humides et à l'extérieur des zones inondables 0-20 ans et 20 à 100 ans, selon les documents des certificats de localisation fournis, conformément au règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement, au règlement des activités dans les milieux humides, hydriques et sensibles et au règlement sur le régime transitoire de gestion des zones inondables, des rives et du littoral. Donc, c'est conforme là, à toute la réglementation. Considérant que le requérant propose des mesures d'atténuation pour les nuisances visuelles, tel le prolongement de sa clôture opaque de 2,1 mètres de hauteur entre son lot et son voisin à l'est, considérant que l'entreposage extérieur ne sera pas complètement visible à partir du boulevard Sainte-Anne en raison de la présence d'arbres en cour latérale et avant, considérant que l'entreposage extérieur est compatible avec aux usages actuels sur le terrain et de son voisin à l'ouest. En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise l'usage temporaire entreposage extérieur sur le dit lot conformément au respect des conditions suivantes. L'aire d'entreposage extérieur doit être inférieure à 30 de la superficie du plancher du bâtiment principal. L'aire d'entreposage doit être minimalement à 1 mètre de la limite du terrain. Elle doit être, comme on l'a déjà spécifié, à l'extérieur des milieux humides, à minimalement 10 mètres de la rive du cours d'eau. Le requérant doit ériger la clôture dont on a parlé précédemment et que les équipements ou les objets ou équipements motorisés sont des véhicules automobiles, des roulottes et les bateaux de plaisance. Tous les équipements doivent être fonctionnels et en bon état et détiennent une immatriculation valide délivrée par les autorités compétentes. Aucun véhicule lourd de type tracteur, excavatrice, camion frigorifique, etc. ne seront autorisés sur le lot en question. Et la durée de l'autorisation est du 15 novembre 2023 au 15 juin 2024. Après le 15 juin 2024, tout entreposage extérieur sera considéré comme contrevenant à la réglementation de zonage et sera possible des sanctions prévues à la dite réglementation. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Avant de passer au point 11, je vais passer la parole à M. Richard. Oui, merci beaucoup, M. le maire. Dans le fond, je réalise que j'ai été
pas énormément clair sur le point 9.1 qui mériterait d'être beaucoup plus clair, en fait, hein, surtout avec le travail que Magali effectue. L'octroi d'un contrat pour la mise en norme de l'assèchement des eaux usées, là, désolé, ma tête n'y est pas ce soir et je vais tenter de le formuler de façon plus claire. Puis je vous invite à me corriger au besoin. Magali fait un travail extraordinaire sur ce dossier-là, donc c'est pour ça que ça mérite que ce soit bien expliqué. Donc, le passage des égouts sur l'avenue Royale est un point là, extrêmement important pour lequel, durant notre campagne électorale, on avait beaucoup parlé. Puis, c'est une promesse qu'on veut tenir. Cependant, ce dossier-là est très complexe. On avait déjà tenté de sortir la zone de la zone agricole, en fait, le milieu qu'on voulait passer des égouts. Et ça avait été un dossier qui s'avérait être extrêmement difficile, voire impossible, là, avec les autorités là, de la CPTAQ. Exactement. Bon, toutes mes excuses. Et donc, on a dû se retourner de bord et faire d'autres démarches pour être capable d'avoir des subventions. Parce que vous comprendrez que passer des égouts sur l'avenue Royale, c'est des millions et des millions. Donc, c'est beaucoup de sous. Et il faut avoir des subventions pour le réaliser. Là, on est en train d'évaluer une autre possibilité, soit de dézoner seulement l'avenue Royale. C'est ce qui semble être la meilleure option actuellement. Pour tout ce dossier-là, qui est extrêmement complexe, encore une fois, Magali, on fait affaire avec la FQM qui nous donne un très bon service. Et donc, voilà, les points qu'on demande à la FQM, c'est la revue des informations existantes là, sur ce dossier-là, la définition des besoins en collaboration avec la Ville, avec Magali, le support dans les démarches avec les différents intervenants, parce qu'on va avoir besoin de beaucoup d'intervenants pour faire avancer ce dossier-là, l'élaboration d'une stratégie claire auprès du ministère, la définition des avenues possibles pour pallier à la problématique actuelle, la définition des mandats, des études professionnelles à réaliser, parce qu'il va y avoir beaucoup d'études à effectuer, et surtout la demande d'aide financière là, au niveau du programme Primo 2023, qui est quand même majeur. C'est un programme qui donne des subventions, mais c'est ça, là, on a encore des détails à peaufiner là-dessus. Et le suivi de la demande et les échanges avec la MAMACH et le MEL-CCFP. Donc voilà, je pense que c'était nécessaire de préciser que ce 20 000 $-là est extrêmement bien investi là, pour faire avancer le dossier. Et je remercie Magali pour travailler aussi fort dedans. Merci beaucoup. Donc, je vais continuer avec l'article 11. Donc, en 11.1, donc, c'est l'embauche du directeur des travaux publics. Donc, M. Nicolas Bourgouin a été choisi comme étant le nouveau directeur des travaux publics ici à Château-Richer. Il est entré en fonction ce matin. On l'a croisé parce qu'on allait à d'autres rencontres, moi et Magali, Mme Lavigne. Mais on est très content de notre choix. Comme je vous disais tout à l'heure, on a eu quand même presque 25 CV. Ça n'a pas été évident à choisir. Mais on voulait prendre le temps et on voulait s'assurer d'avoir la personne qui répondait à nos attentes, là, parce que c'est un poste qui est vraiment important au niveau de la Ville. Donc, considérant que le Conseil municipal est en accord avec cette recommandation, je propose que M. Nicolas Bourgouin soit à titre de directeur procéder à l'embauche de M. Bourgouin à titre de directeur des travaux publics. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Le point 12.1, qui est l'amendement du protocole d'entente pour reporter le pavage dans le Havre du Saint-Laurent. Comme vous le savez, ça fait 2 fois qu'on le reporte, le pavage au niveau du Havre du Saint-Laurent. Il y a des rues qui ont déjà eu le 2e couche d'asphalte, parce qu'il va y avoir 2 couches. La 2e couche, là, pour l'avenue du Parc, entre autres, on attendait que les travaux d'excavation soient terminés, parce qu'il y a eu d'autres maisons qui ont été construites, puis on savait qu'on devait aller faire une tranchée là, dans l'asphalte pour passer toute la quincaillerie là, pour pouvoir connecter les maisons. Donc là, c'est fait. On s'est assuré auprès de M. Aymon que tout était complet par rapport à ça. Donc, on reporte en réalité là, pour le printemps là, 24 ou l'automne 2024 au maximum. Là, donc, ça va être fait. Donc, on recommande et je propose en réalité d'amender le protocole d'entente numéro 5 et d'autoriser le promoteur à compléter les travaux de pavage pour la 2e couche pour les rues de la Montée du Parc, Promenade, du Sceau à l'automne 2024 afin d'éviter d'endommager les infrastructures qui sont déjà en place. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité.
Le 12.2, c'est une résolution qu'on avait votée, mais on n'avait pas voté le bon montant, donc on reprend la résolution. Ça concerne notre présence là, pour l'achat de parts de golf là, pour la municipalité de l'Ange-Gardien. Donc, c'est pour la protection du patrimoine, cette fondation-là, à laquelle on est assisté, et pour la réfection de l'Église en même temps. Donc, le montant de l'inscription était de 340 $ au lieu de 260 qu'on vous avait dit. Donc, on corrige cette information-là qu'on vous avait donnée. Donc, je propose donc que la Ville de Château-Richer émette un chèque là, de 80 $ à la municipalité de l'Ange-Gardien afin de payer la balance due pour l'inscription du tournoi de golf, parce qu'on avait déjà versé 260 sur 340. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 12.3, donc fermeture des bureaux là, pour la période des fêtes. Donc, on sent que la période des fêtes 2023-24 arrive. Je propose d'autoriser la fermeture de l'hôtel de ville là, au public à partir du 22 décembre 2023 à 16h jusqu'au 3 janvier 2024 exclusivement. Donc, ceux et ceux qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Excuse-moi. Ça devait être Mme Plot qui est présente ce point-là. Je l'ai fait. Bon. Point 13, correspondance. 13.1, donc confirmation d'adhésion à Equijustice de la capitale nationale. Donc, c'est un groupe, là, on a eu une correspondance d'autres, c'est un groupe à lequel nous sommes membres et eux sont là pour en même temps nous aider à faire de la médiation, des fois lorsqu'il y a des situations difficiles entre des citoyens. Donc, ces gens-là offrent un offre de service là, pour faire de la conciliation, médiation, des fois de ce genre de situation-là. Donc, on est membre de Equijustice de la capitale nationale en réalité. Donc, c'était pour vous en informer. Et nous sommes rendus au point 14, là, qui est l'autre période de questions, la deuxième partie de la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Bonjour tout le monde, Jimmy Saint-Hilaire. Bonjour. Je m'interroge sur les compteurs d'eau. On est obligé, à ce que je peux comprendre. Ça va nous aider en quoi à savoir est-ce qu'on a des fuites? C'est bien ça? Avez-vous d'autres questions? J'en ai plein de questions, M. le maire. Mais c'est parce que si vous me répondez non, je vais vous poser d'autres questions. Répondez-vous, vous me posez une autre question. Bon, dans les faits, à chaque année, on doit toujours faire un rapport au ministère par rapport à l'état de santé de notre réseau d'aqueduc puis de notre usine d'eau potable. En 2019, il y a eu un rapport qui a été fait à l'effet qu'il y avait certaines lacunes, certaines déficiences. On vous en a parlé dès notre arrivée là, en 2021 des pertes d'eau qu'on avait. Et le gouvernement, suite à ces lacunes-là qui avaient été soulevées, ont émis une directive à l'effet qu'on devait installer les compteurs d'eau là, pour faire une meilleure gestion de notre eau potable. On vous en a parlé à plusieurs reprises, on vous a demandé de faire attention, l'inspecteur est passé, il est allé voir des gens, des fois il a demandé de faire attention à la façon qu'on consommait, on vous a demandé aussi de regarder des nouvelles façons de consommer l'eau pour s'assurer qu'il n'y ait pas une utilisation, je dirais, qui n'est pas nécessaire, afin de protéger notre usine, parce que l'eau qu'on file présentement, on veut s'assurer qu'on soit capable de fournir adéquatement. Le gouvernement nous oblige à installer les compteurs d'eau. Donc, dans tous les milieux commerciaux, il va y avoir des compteurs d'eau. Ça, c'est obligatoire. Et dans les résidences, de façon aléatoire, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, ils ont une façon de procéder pour y aller de façon aléatoire dans 60 résidences. Ça nous permet, puis ça va être dans certains secteurs, dans tous les secteurs, ça va être un peu subdivisé dans les secteurs pour justement vérifier les quantités d'eau qui sont utilisées dans un secteur par rapport à un autre. Et ça va nous permettre de voir aussi en même temps là, la quantité d'eau qui est utilisée dans ces secteurs-là, puis voir s'il y a des pertes d'eau. On le sait qu'il y en a, là, mais ça va être encore plus précis par rapport à ça. Et ça va nous permettre de déterminer puis de monter notre dossier aussi en même temps. C'est sûr que pour nous, c'est pas le fun d'avoir ça, parce qu'en réalité, ça nous est obligé. Puis pour l'instant, le coût de ça, c'est 290 000 $ environ. Et il n'y a pas de subventions qui sont attribuées à ça. Et je peux vous dire, dans le budget qui s'en vient, aïe aïe, hein? C'est ça. Là. Fait que je suis regardé avec d'autres villes pour voir s'il y en a qui avaient été obligés, comme Saint-Anne-de-Beaupré. La réponse est non. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait leur usine d'eau potable avant d'avoir cette imposition-là. Nous, ça a traîné depuis des années. Parce qu'en 2019, quand on a eu l'avis, que là, on était sur la ligne, la corde raide, ça faisait déjà des années là, que c'était comme ça. Là. Et disons qu'il n'y avait pas d'intervention qui avait été faite à l'effet de faire attention à la consommation d'eau.
Notre usine est vieillissante. On a fait faire une évaluation par Stantec. Il y a beaucoup de fissures dans la fondation. Il y a beaucoup de matériel qui est à revoir, qui serait à remettre aux normes en réalité, puis à refaire. Mais c'est tellement désuet qu'en réalité, il faut refaire ça au complet. Puis là, présentement, on est en démarche avec le MAMACH par rapport à ça, mais aussi la FQM qui nous accompagne dans ce dossier-là. Ils ont l'expertise pour ça aussi. Ils sont en train de nous guider. On a eu des rencontres régulièrement, je dirais depuis un mois et demi, là. C'est des rencontres à tous les semaines qu'on a avec soit le ministère des Affaires municipales ou de l'Habitation ou avec la FQM pour trouver un peu quel genre de subvention qu'on peut avoir pour faire ceci, faire cela, qu'est-ce qu'on doit faire préalablement pour pas faire brûler des étapes, faire des choses, puis avoir à revenir en arrière, puis ça coûte plus cher. Fait qu'on est en train d'évaluer ça. Tout à l'heure, là, M. Richard vous a fait état un peu de la situation par rapport à toute l'évaluation qu'on a là, pour toutes les eaux usées et aussi le réseau Lac-Caduc sur l'avenue Royale. Donc, tout ça fait partie du processus, d'un processus global là, qui est assez laborieux, qu'on travaille sur ça. C'est pas évident, mais on met le temps qu'il faut parce qu'on aimerait ça réaliser ces travaux-là d'ici 5 à 6 ans. Quand on a été élu, il y a des gens qui sont venus me voir, puis j'avais dit c'est un horizon de 10-12 ans, mais en réalité, il va falloir le faire avant. Donc, on est en train de regarder tout notre budget, on est en train de regarder notre possibilité d'emprunt, qu'est-ce qu'on doit faire pour établir nos priorités. C'est sûr que la priorité, c'est l'eau, c'est l'aqueduc, c'est les égouts, mais en même temps, il faut s'assurer qu'on va avoir aussi les sous puis faire les choix aussi. Parce qu'il y a plein de choses à faire, mais à un moment donné, il faut se concentrer sur la capacité qu'on a de payer par rapport à notre profil financier, si on veut. Donc, on est en train de tout évaluer ça. Beaucoup de travail qui est mis là-dedans. Tous nos règlements d'emprunt, parce que vous savez qu'on a été audité, fait qu'on est en train de regarder tout ça aussi avec le MAMACH, comment on place les choses, pour faire les affaires correctement aussi, en prévision du budget qui s'en vient. Il y a beaucoup de travail. Il y a énormément de travail qui se fait tous les semaines par rapport sur ces dossiers-là là, qu'on avance présentement. J'ai une petite question peut-être même un peu plus technique sur le réseau d'Aqueduc. On installe des compteurs d'eau un peu partout dans la ville de Château-Richer, par secteur, ce que j'ai bien compris. Mais est-ce que sur, exemple, il y a le Maine qui descend de Saint-Échelé, qui arrive ici pas loin, là. Mais à partir de là, quand ça se distribue, la ville a-tu des compteurs d'eau sur ces lignes-là? Tu sais, mettons pour, je sais pas moi, l'est de la ville, l'ouest de la ville ou le centre. Tu sais, mettons, on séparerait ça en 3. Là. Ça nous prendrait comme 3 compteurs. Dire, bon, ben, eux autres, ils ont pris, exemple, 10 000 litres, eux autres ont pris 15 000 litres, puis eux autres, ils ont pris 20 000 litres. Puis on check les consommations moyennes dans les habitations, puis on dit, on peut dire, OK, on perd, mettons, 10 là, 40 là, puis 30 sur ce bord-là, mais on a-tu des compteurs d'eau sur les mains d'Aqueduc pour savoir exactement la quantité d'eau qui s'en va dans chaque secteur de la ville? Parce qu'à ce moment-là, si on n'a pas ça, ça va être dur de savoir qu'est-ce qui sort de l'usine, qu'est-ce qui est distribué dans chaque secteur, puis faire une estimation de la consommation des citoyens par rapport, je ne sais pas si vous comprenez. Là. Oui, je comprends. On n'a pas ce genre d'installation-là. Puis c'est pour ça aussi en même temps tout à l'heure, on a voté une résolution pour se faire accompagner là-dedans par Tetra Tech. Eux autres, c'est une entreprise là, qui sont spécialisées là-dedans, puis regarder un peu tout ce qui est possible de faire, regarder avec eux autres les subventions. Il y a peut-être des choses qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas. Ils ont l'expertise pour ça, donc ils vont nous aider. Ce que vous apportez comme point de vue, là, ça nous a été partagé par d'autres personnes également. Fait que c'est sûr que tout ça, ça va être regardé dans son ensemble. On va regarder qu'est-ce qui est possible de faire aussi là-dedans pour que ça soit performant comme données qu'on va aller chercher pour nous aider à étoffer notre dossier, à monter, pour démontrer qu'on a vraiment besoin de renouveler notre réseau et notre usine de filtration d'eau potable. Là. Donc, tout ça, ça va servir. C'est sûr que c'est pas le fun d'avoir ça, mais en même temps, je dirais que c'est un incontournable parce que c'est avec ça qu'on va être capable d'avancer et de démontrer vraiment là, la désuétude là, du système du réseau de l'Aqueduc. Donc, c'est pas une bonne nouvelle, mais en même temps, ça va être un outil qui va nous permettre d'aller plus loin là-dedans et d'aller chercher qu'est-ce qu'on a besoin d'aller chercher comme information pertinente, pointue, et par secteur, mais on prend tout ça en considération, ce que vous venez de dire là aussi. Là. C'est parce que ça ne donne rien de mettre des compteurs si on ne sait pas qu'est-ce qui s'en va dans ce secteur-là. Faut tout valider ça. On a des surpresseurs, on a des réducteurs de pression. Il faut tout évaluer ça, il faut tout regarder notre réseau, les boucles, comment sont faits. Notre directeur qui s'en vient présentement, c'est des choses qu'on a jasé avec, qu'il faut qu'on regarde pour voir un peu tout notre réseau, comment il est attaché, pour voir comment que l'eau circule.
Donc, il y a une grosse évaluation à faire, là. On appelle ça le plan de gestion de l'eau, là. Et ça va être un gros dossier à monter au-delà de tout le réseau. Il y a tout à connaître comment notre réseau fonctionne et comment il est articulé dans la ville. Parce que des fois, on a fait des petits bypass, là. Fait qu'il faut tout trouver ces affaires-là pour s'assurer que tout est correct. Puis ça fait en sorte que ça réduit la pression d'eau, des fois, pour d'autres citoyens autour, là, parce qu'on a fait un petit bypass des fois quelque part. Fait tout ça, ça va être analysé de A à Z. C'est bon. J'aurais une autre question. Ben, plus un commentaire. Ce soir, il annonce de la neige. Je pense que c'est pas une nouvelle pour tout le monde, là. Le 31, au matin, moi, je suis descendu, je suis parti chez nous à 5h15 le matin. La route Saint-Achillé est allée jusqu'en bas ici. C'était une patinoire. J'ai appelé à la ville. On m'a dit, le camion a passé à 5h. Je ne l'ai pas croisé. J'ai dit, voyons. Il me semble qu'un camion, c'est dur à manquer, là. J'ai pas de lunettes des fois, mais pas au point de manquer un camion. Il n'y avait pas de sable à terre, là. On m'a dit, on a mis du sable, Ça, je m'excuse, là. Mais tu sais, ça fait 30 ans que je conduis un auto dans ce rang-là. Du sable, j'en ai vu en masse. C'est juste que je ne sais pas c'est qui est supposé de vérifier ça. Mais c'est pas la première fois qu'on le dit, tu sais, en altitude. Mais là, c'était jusqu'en bas, jusqu'au stop ici en bas de la cour de la Chapelle, là. C'était vraiment ça glace. Il y a des autos qui ont pris le Dakar. Il y a même un camion, monsieur le maire. Ça faisait 2 jours qu'il essayait de monter en haut avec une pelle mécanique en arrière. La côte juste avant chez nous, là, le gars il était tellement écœuré qu'il a débarqué à la pelle, il a pigé dans le fossé avec la pelle, il a sauvé la côte, il a rembarqué à la pelle, puis là, il a monté. Fait que, juste peut-être porter une petite attention là, à un nouveau directeur des travaux publics. Là. Juste porter une petite attention. Tu sais, quand je dis j'aimerais savoir des services à la hauteur de mes taxes, c'est exactement ça que je vous parle. Fait que peut-être aviser le monde. Météo Média annonce de la neige ce soir. Saint-Achillé, là, il va y avoir plus de neige en haut qu'en bas. Merci pour l'information, mais je peux vous assurer que les gens étaient sur la route à 5 h du matin. Et puis, on le savait que c'était préparé. Mais vous ne l'avez peut-être pas vu, mais il était sur la route quand même. Et j'aurais vu le sable à terre, monsieur le maire. Écoutez, moi, je ne veux pas mettre... Je vous dis pas qu'ils ont mis du sable, je vous dis pas qu'ils n'ont pas mis de sable. Je vous dis qu'ils étaient sur la route. Quand c'est coulé, monsieur le maire, on met du sable. Hein? On veut dire, c'est une logique... on va vérifier cette information-là. Je vais vous donner une autre information, monsieur le maire, qui n'a pas rapport pantoute. Vous parliez des camions dans la route Saint-Achille et les vannes de bois. La bûcheuse des transporteurs ont sorti, pas vendredi qui vient de passer, c'est l'autre vendredi. Donc, oui, ça l'achète. L'information, moi, je les ai vus passer. On a eu la même information que vous, sauf qu'on n'a pas eu l'information officielle venant de leur part. Fait qu'on aime mieux. C'est pour ça qu'on aime mieux vous dire tout à l'heure, oui, on le sait que c'est sur la fin, mais des fois, on pense des jours, c'est pas ça. Mais dès qu'on aura l'information, on va vous le partager sur Facebook. Vous pouvez dire que je les ai vus descendre, il n'y a pas de problème. Merci, on va pouvoir vérifier ces informations-là. Louis Pinchot. C'est une question, Monsieur le maire, d'information concernant ce que M. Richard a avancé tout à l'heure. Il s'agit de quel tronçon de l'avenue Royale dont vous avez parlé à propos de l'aqueduc? Les deux extrémités, dans le fond, là, de l'avenue Royale. Là. Les extrémités? Ben, ceux qui ne sont pas desservis par les égouts, actuellement. Et on vous a les adresses exactes. Là, non, mais d'accord. OK. Donc, ça comprend aussi l'extrémité est entre la rue du Petit-Pré et la rivière. Et vous avez mentionné un éventuel dézonage de l'avenue Royale pour, disons... En réalité, l'avenue Royale, c'est que tout ce qui est en dehors du noyau villageois, on n'a pas le droit à des subventions parce que ça ne fait pas partie du noyau villageois. Donc, quand tu es dans le noyau villageois, tu as des infrastructures en place, on peut, à ce moment-là, avoir des subventions pour réparer des infrastructures ou ça. Quand on est en dehors du noyau villageois, il n'y a pas de subvention qui existe pour ça. Donc, en réalité, ce qu'on essaie de faire, c'est, de dézoner l'avenue Royale, parce que l'avenue Royale, en dehors du noyau villageois, elle est zonée agricole. Donc, ça veut dire qu'on ne peut rien y faire dedans, on ne peut rien travailler là-dedans. Fait que là, maintenant, il va falloir voir avec la CPTAQ, la démarche qu'on doit faire. Est-ce qu'on doit faire dézoner l'avenue Royale pour être capable d'aller creuser dedans puis installer des infrastructures, ou vu que c'est pour des infrastructures, des services directs aux gens, on n'a pas besoin de le faire, de le dézonage. Fait qu'il faut vérifier ça.
l'équipe qui était là avant nous ont déposé un dossier à la MRC pour faire dézoner Est et Ouest et chaque côté du boulevard de l'Avenue Royale, là, chaque lotissement sur une profondeur de 60 mètres. Et ça, ce dossier-là, la MRC n'était pas d'accord avec ça. Et nous, quand on s'est présenté au niveau de l'équipe, on n'était pas d'accord non plus avec le dézonage agricole, puis on vous en a parlé dernièrement, régulièrement. Et pour nous, c'est sûr qu'il n'est pas question de dézoner. S'il y a des gens qui veulent dézoner des terrains, ils en font la demande, puis on évaluera ça à la pièce. Mais ce n'est pas notre intention, puis on n'était pas non plus en faveur de ce dossier-là, ce processus-là. Donc, avec la MRC, on a fermé ça rapidement, ce dossier-là, parce qu'on ne voulait pas aller vers le dézonage là, de l'eau. Mais par contre, pour l'Avenue Royale, c'est une question qui va avec les subventions, puis l'autorisation d'aller travailler sur le chemin aussi pour installer des infrastructures là, de qualité pour les gens qui les réclament depuis plusieurs décennies. Ça aurait dû être fait depuis longtemps. On en est là aujourd'hui. On espère d'être capable de conclure ce dossier-là d'ici 5-6 ans, comme je le disais tout à l'heure. C'est notre objectif. Mais de toute façon, il est question dans ce tableau, il est question d'un éventuel dézonage de l'Avenue Royale elle-même. Bien, dans le fond, c'est ça. C'est qu'avant, il avait tenté de dézoner les deux côtés, comme il a dit, sur une certaine étendue, pour faire passer les tuyaux d'égout sur les terrains. Il n'avait pas le droit d'aller creuser là, parce que c'était zone agricole, dans le fond. Là, ce qu'on tente de faire, c'est de réduire ça, d'aller juste exactement sur la rue, l'avenue, le bitume, dans le fond, cette zone-là. Et être capable, peut-être, mais là, je ne sais pas si on est rendu à ce niveau-là, mais de l'intégrer un peu au noyau villageois. C'est un petit peu ce qu'on avait. C'est-tu ça encore? Peux-tu me préciser, Magali? Là, dans le fond, parce que si on veut aller chercher des subventions, au-delà de ne pas se casser la tête au niveau de la zone agricole sur la rue, là, sur le bitume, ben, c'est capable de dire ben, on aimerait ça comme l'intégrer au noyau villageois, mais ça, je sais pas, je pense qu'on avait comme... En fait, on a besoin de ce préalable-là d'autorisation de la CPTAQ, d'avoir une zone dans laquelle on va pouvoir faire les travaux. Si on n'a pas une autorisation ou une exemption particulière de la CPTAQ, on n'a pas accès aux subventions. Donc ça, c'est clair. Alors sans les subventions, on ne pourra pas faire les travaux. Maintenant, l'avenue Royale, elle existe depuis des centaines d'années, et on peut faire la démonstration qu'en fait, sur l'avenue Royale, il n'y a jamais eu d'agriculture. Alors, en fait, il y a une exemption particulière qui est en train de se faire. Oui, non, mais je veux dire que la réalité, elle est celle-là. Donc, elle a quand on même... s'essaye. Même si elle est étroite, elle a élargi en 300 ans. Alors, il y a peut-être des petits bouts qui étaient cultivés. Ce qu'on veut dire par là, c'est que la solution qui nous est proposée, c'est qu'on puisse avoir une exemption particulière émise par la CPTAQ pour pouvoir utiliser l'emprise de l'avenue Royale, qui est en fait la chose la plus logique, tout simplement pour pouvoir accéder à ces grandes subventions du Primo. Je vous le rappelle que c'est quand même 85% de subventions, et parfois les taux sont majorés dans des cas d'exception, donc on espère pouvoir arriver à 90%, mais vous comprenez que ça fait une différence énorme quand on parle de plusieurs millions, n'est-ce pas? Donc, même si la part du promoteur reste importante, mais on a besoin de ces subventions-là pour pouvoir concrétiser. J'ai assisté à l'installation des égouts jusqu'à la rue du Petit-Pré parce que ça s'est passé en 2013, je pense. À ce moment-là, est-ce que l'avenue Royale est dézonée à l'est de la rue du Petit-Pré? Le dossier de l'Ange Gardien, je ne le connais pas à ce niveau-là. Non, savoir si c'était dézoné, là. Non, je ne parle pas de l'Ange Gardien, je parle devant chez moi. Okay. Ça a été fait en 2013. Sous l'avenue Royale, ça a duré 2 ans, à partir de la rue du Petit-Pré jusqu'à la rue Lemoine, je ne sais pas où, là, exactement. L'égout, oui. Je ne vous dirai pas où mon égout passait en 2010. Non, dites-le pas. On va valider ça, je ne suis pas au courant de la situation. Merci. Bonjour, Marie-Ève Bloch. Petite question, c'est peut-être plus Mme Lavigne. Primo, on a le droit à plusieurs subventions, c'est sans fin? C'est parce que là, on a fait une subvention pour l'usine. Oui. Là, on regarde pour une subvention pour l'Avenue Royale. Je veux juste savoir, on a le droit à plusieurs. Là, on n'aura pas de choix à faire. Il y a plusieurs critères pour le Primo. Donc, évidemment, ça touche l'eau, tout ce qui est infrastructure et égout, et puis tout ce qui est infrastructure d'eau. Alors, effectivement, il faut faire un dépôt. Et on est en train de finaliser l'analyse avec le MAMACH pour l'usine d'eau potable et les aqueducs.
Mais il faut refaire une autre demande pour le dossier d'assainissement des eaux usées, également dans ce fameux Primo 2023. Parfait, il n'y a pas de choix à faire, fait que c'est tant mieux. Ben, il y a des choix à faire parce qu'on ne peut pas tout se permettre, mais il faut y aller en priorité. Il y a des choix à faire. Je comprends ce que vous voulez dire, mais du moins, vous pouvez essayer les deux subventions au cas où une ou l'autre ne sortirait pas. Au moins, on aurait une des deux. On serait déjà mieux avancé. L'avantage qu'on a présentement avec le ministère des Affaires municipales, c'est que on peut jumeler des subventions, puis c'est des choses qui n'existaient pas nécessairement avant. Et là, présentement, avec les plans de gestion de l'eau, ces choses-là, bien, ils ont de l'ouverture pour, comme le disait tout à l'heure Mme Lavigne, d'aller jusqu'à 90 % de subventions dans un projet. Donc, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça fait en sorte que lorsqu'il y a des taxes de secteur à faire pour les citoyens, ça fait des taxes moins élevées là, pour des nouvelles infrastructures et des services. Fait qu'on essaie toujours de travailler pour que le citoyen paye le moins possible, mais il y a un coût quand même, comme Mme Lavigne parle de promoteur, le promoteur, c'est entre nous autres et la ville. Là. Donc, quand on a des sous à payer, bien, si on est capable d'acheter une subvention à 90 %, bien, le 10 % d'1 million, c'est 100 000. De 5 millions, c'est 500 000. Ça veut dire que nous, il faut qu'on l'emprunte, cet argent-là. Mais c'est un choix, je pense, qui est judicieux, c'est un choix qui est important là, pour donner le service aux gens. Autre point, les vannes, les transporteurs de bois. Plusieurs plaintes ont été faites à la SQ. Je crois qu'au montant qu'on paye, on peut mettre un petit peu de pression à la SQ qu'elle soit là, parce que le 31 au soir, ça l'a passé en fou. Il y en a qui n'ont pas fait de stop. Moi, j'étais dans le quartier en train de passer avec 3 enfants. Là. J'ai pas été le seul parent à le remarquer. Ce que j'ai remarqué, c'est que plus personne passe sa route Saint-Achille. Là. On va tout dans... On sort plus du petit quartier. On n'ose pas sortir du quartier là, quand tu es là. Par prévention, là. Bon, ceux qui ont des enfants savent qu'un petit bout, tu te vires la tête 30 secondes, puis c'est parti de l'autre bord. On en a parlé souvent, on a parlé de la voie de contournement, ça a été une demande de citoyens, on a mis ça de côté. Là, c'est comme, ben là, c'est parce qu'à un moment donné, là, c'est la SQ qui est cop, parce que là, tout ce qu'on fait, c'est appeler, faire « Hey, excuse, parce que je viens de croiser une vanne, là. » D'après moi, elle dépasse le 50 km/h, puis 2, elle vient de me faire, pas 2 stops d'en face, là. Moi, je fais mon stop, puis lui, il passe. Là, tu fais « OK, là, on a un problème, là. » Il y a des enfants dans ce secteur-là, beaucoup d'enfants. On a demandé le retrait des cyclistes dans la route parce que c'était dangereux. Et là, on est pogné avec des vannes qui roulent trop vite, qui sont chargées à bloc, puis qui ne font pas leur stop. Comme on vous a dit, nous, on a avisé la SQ, M. Fortin, qui est notre parrain, sont informés de ça. Il y a des citoyens qui ont appelé, je sais qu'ils se sont déplacés. On est au courant que les camions passent rapidement, qui au-delà de la vitesse, puis qui font de l'empiètement aussi dans les autres voies, on le sait. Est-ce que c'est correct? Non, c'est pas correct. On a demandé, puis on a intervenu pour qu'ils soient prudents, qu'on fasse attention. On a avisé la SQ, mais une fois qu'on a tout fait ça, là, c'est ça les démarches qu'il y a à faire là-dedans. Puis l'autorisation pour les camions de circuler, c'est le ministère des Transports qui l'a fait. Puis on a été pris au dépourvu parce qu'on ne l'a pas su nous autres non plus. On leur a dit la prochaine fois, peut-être de nous en informer pour qu'on avise les gens. On aurait pu prévoir des choses. Mais c'est sûr que c'est des discussions qu'il va falloir avoir durant l'hiver. On ne sait pas le printemps prochain s'ils vont continuer à sortir et à transporter du bois. Donc c'est sûr qu'il faut s'assurer qu'il y ait un encadrement. Puis s'il faut qu'on mette des dos d'onde dans le chemin pour les ralentir, je ne sais pas, mais... Moi, je pourrais le faire. Là. Je pourrais mettre des pots à fleurs dans le milieu, puis qu'il y ait juste une voie dans le milieu pour passer. Là, si vous mettez un pot à fleurs, même moi, je suis rendu quasiment dans la garnotte. J'ai un petit char. Parce que je veux dire, si on va prendre les moyens, on va mettre des bollards, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, mais il faut faire de quoi, là. Il faut faire des choses, puis bon. Qu'est-ce que vous voulez? Je vous le dis tout de suite, ils vont voyager. Ça fait des années qu'ils voyagent. Là. Ça date pas d'hier. J'ai toujours resté là. J'ai toujours croisé des vannes à bois. Là. Ça a toujours fait partie de mon environnement de voir des vannes à bois là. Okay. Fait que oui, ils vont être encore là l'année prochaine. C'est pas mal sûr. Pas une campagne des enfants. Moi, c'est la première année là, que j'entends parler pour les vannes de bois, là, pour les camions qui circulent avec le bois à longueur. Mais c'est sûr qu'il faut intervenir là-dedans. Puis c'est sûr qu'il faut falloir qu'on s'assoie avec l'ingénieur forestier pour voir des solutions avec eux autres. Puis... Il faut encadrer ça. Là. On est tout à fait d'accord avec vous. Là. J'ai un dernier point, si vous me permettez. Oui. Au niveau de l'eau, il y a déjà des tests qui ont été faits par le passé
En 2017-2019, là, je me souviens pas de l'année, qui disait où exactement, justement, on avait de bonnes consommations d'eau ou de perte d'eau. On va mettre ça entre guillemets. Est-ce que vous vous servez de ces données-là? Parce que ça n'a pas vraiment changé, là. Il y a une des raisons que je sais, c'est logique, mais c'en est une qui consomme de l'eau, là. Bien, les tests ne permettent pas de savoir si les gens font une bonne consommation d'eau, là, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que les gens consomment et comment ils consomment leur eau. Par contre, des tests de pression puis des tests dans les secteurs, c'est justement ces rapports-là qu'on fait, puis on détermine qu'il y a des secteurs qu'il y a plus de pertes d'eau que d'autres. Là. Mais donc, ça a déjà été fait par le passé. Oui, c'est fait régulièrement chaque année, cette fois-là. C'est fait régulièrement chaque année. Donc, les tests sont faits, puis c'est ces rapports-là qu'on fournit aussi au ministère. Oui, M. Richard. Toutes mes excuses. Dans le fond, ça fait partie là, de la. Quand j'en ai parlé tantôt, ça fait partie des demandes de la FQM, de la revue des informations existantes, donc les rapports techniques, tout ce qui a été fait dans le fond, là, puis faire la revue de ces documents-là pour préciser l'utilisation. Parfait. Merci. C'est bon? Merci. Merci. Il reste combien de temps? Il y en a une là-bas? Correct. As-tu une question? Oui, mais j'ai une question, mais dans le fond, c'est qu'il y a un citoyen qui veut qu'on. C'est quoi le nom? C'est quoi le nom du citoyen? J'ai un Julien. Julien. Je n'ai pas son nom de famille, par contre. OK. Je peux lui demander. En tout cas, c'est pour expliquer la séance extraordinaire de demain, là, dans le fond. OK. La séance extraordinaire de demain, en réalité, on n'avait pas le choix de la faire comme ça parce que c'est une directive puis c'est une façon de fonctionner aussi qu'on a avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. On avait des prêts qui avaient été faits et on doit faire un règlement d'emprunt pour fermer ces prêts-là parce que quand on fait des travaux, en réalité, on fait des travaux puis on emprunte, on emprunte un montant d'argent pour l'équivalent des travaux. Et à la fin des travaux, on doit fournir, nous, toutes les factures pour démontrer que les travaux sont faits. Et on ferme le prêt personnel, si on veut, de la ville, et on ouvre un règlement d'emprunt. Et on avait 2 prêts à fermer comme ça. Et on a fait la démarche avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Puis le matin qu'on reçoit, en réalité, le montant du taux d'intérêt qu'on va payer, bien, le soir même, il faut faire la séance du conseil municipal. Donc, c'est la raison pour laquelle on va recevoir demain matin l'information, donc on doit faire l'assemblée demain soir. Si on ne peut pas attendre des délais là, dans une autre rencontre avant d'avoir pour l'information, c'est comme tu as une ouverture de taux d'intérêt, il est là. Il faut qu'on le fasse dans cet espace-temps-là. On n'a pas le choix. Donc, c'est la raison pour laquelle il va y avoir une rencontre demain soir. Si on avait pu le faire ce soir, on l'aurait fait. Là. On aurait pu en fermer une puis en ouvrir une autre. En réalité, ça n'aurait pas été plus compliqué que ça. Oui, question? Juste pour vous dire, c'était M. Julien Bouffard. Bouffard, OK, c'est bon. Non, c'est bon, mais c'est parce que c'est important d'avoir le nom de famille, parce qu'on demande aux gens de s'identifier. Donc, qu'on soit par Zoom, on permet aux gens par Zoom ou en présence, bien, on veut traiter tout le monde sur le même pied d'égalité. Merci. C'est apprécié. Jimmy Saint-Hilaire. Question qui tue, M. le maire. Bon. On arrive à la fin de l'année. Allons-nous avoir des augmentations de taxes pour 2024, M. le maire? C'est une bonne question que vous avez. Nous, on est en train de travailler sur le budget. Vous en avez parlé tout à l'heure. Tout à l'heure, on vous a déposé là, un budget là, qui est équilibré. Donc, on est en train de travailler sur ça. Justement, nous, demain soir, on se rencontre pour faire le tour. On y va par thème. Donc, on veut y aller secteur par secteur parce qu'à un moment donné, quand on regarde le budget, tout d'un coup, ça fait beaucoup à absorber et à voir. Fait que là, on s'est pris d'avance cette année et on est en train de regarder là, par secteur là, toutes les enveloppes budgétaires, si on veut, pour avoir après ça, en bout de ligne, une vue d'ensemble du budget, puis d'avoir le temps de cogiter ça un peu d'une enveloppe à l'autre, là, pour pouvoir faire des choix là, dans l'utilisation des sous là, pour les citoyens. Fait qu'au moment où on se parle, je ne suis pas en mesure de vous dire qu'il va y avoir d'augmentation. Je ne suis pas capable de vous dire qu'il n'y en aura pas. J'en ai aucune idée. Juste la SQ, tout à l'heure, on vous a dit qu'il y avait eu une augmentation là, de 4 points et quelques %. Là, donc, on sait que les coûts sont là pour tout le monde. Les taux d'intérêt sont là pour tout le monde. Donc, même lorsqu'on fait des travaux, on fait des choses, tout coûte plus cher. On vous en a parlé l'année passée quand il y a eu l'augmentation. Là. Donc, c'est sûr que c'est tous des éléments qu'on va devoir tenir compte dans les projets qui s'en viennent. Parce qu'il y a 3 ou 4 projets qui s'en viennent pour l'année prochaine. Des projets qui sont en lien avec une subvention qu'on appelle la TEC et qu'on doit justement faire les évaluations de ces travaux-là dès l'automne pour pouvoir faire les projets l'année prochaine. Fait que là, on va tout avoir les informations qui vont arriver
au fur et à mesure. Et si on ne fait pas ces travaux-là, mais la TEC, c'est 1,8 million, puis on perd l'argent des subventions. Là. Donc, on n'a pas le choix d'agir rapidement et promptement là-dedans pour perdre ces sommes d'argent-là. On n'a pas les moyens de ça. Puis, il y a un autre programme qui s'appelle Primo, je crois, c'est 1 million là, de subventions qui est en lien avec ça aussi. Donc, c'est sûr que ces subventions-là, on ne veut pas les perdre. Donc, pour les garder, puis pour les avoir, il faut aller faire des évaluations, des plans de vie. Puis après ça, là, on va voir un peu les coûts, puis comment ça va se déplier. Puis là, en ce moment-là, on va être en mesure de pouvoir répondre à cette question, mais pour l'instant, on n'est pas là. Quand vous parlez de subventions de LATEC, je pense que vous avez dit, Oui. 1,8 million. Oui. C'est-tu des subventions pour les infrastructures de la ville ou c'est pour genre des gadgets comme on a fait ici à côté? C'est pour les quoi? infrastructures de la ville. Les infrastructures de la ville, Oui. OK, c'est Oui. bon, parfait. Puis les infrastructures sont déterminées parce qu'il y avait eu un plan d'intervention qui avait été établi en 2016. Donc, il y avait déjà des projets qui étaient prévus là-dedans. C'est juste que dans ces projets-là, les plans de vie n'ont pas été faits. On s'est rendu compte de ça, donc on les fait pour ne pas perdre cet argent-là. Et il y a eu une extension du ministère d'1 an. C'est pour ça qu'on a encore l'année prochaine pour le faire, on est chanceux. Donc cet automne, on est à la course pour faire ça, faire les plans de vie pour pouvoir faire des projets. Donc il y avait la rue de l'Église, une partie de la rue de l'Église, une partie de la rue du Couvent, que je me souviens, là. Donc c'est des secteurs comme ça, puis on va pouvoir vous donner ça en détail là, quand on va être rendu là, puis ça va être autorisé. Rien pour Saint-Achille. Pas pour l'instant. On se croise les doigts, M. Saint-Hilaire. Une dernière question. Si Dernière. L'année passée, ben, comme à toutes les années, vos augmentations de salaire à vous, les élus, c'est l'IPC. Oui. L'année passée était comme généreuse pas mal. Est-ce que cette année, c'est aussi généreuse que l'année dernière? Vous serez enclin à peut-être donner un petit break à nous? Je sais que pour vous, ça représente des petits montants, comme vous nous avez dit déjà dans une séance précédente, là. Mais, tu sais, rendu ce qu'on est rendu là, avec tout l'argent qu'on doit investir collectivement dans la ville de Château-Richer, que tout est scrap, seriez-vous enclin à nous donner un break à nous, les pauvres citoyens qui n'arrachent, là, parce que l'année passée, vous avez eu une bonne augmentation de salaire. Moi, j'ai jamais eu ça dans ma vie, là, honnêtement, M. le maire. C'est quoi j'ai eu comme augmentation l'année passée? 6,4 Ça représente combien de sous? Monsieur le maire, c'est pas une question, ça représente combien de sous? Ça représente quand même 90 sous de l'heure. Oui, je sais bien, Monsieur le maire, mais... Mais de toute façon, pour répondre à votre question, on n'a pas pris de décision encore là-dessus. On s'en est parlé, mais on n'a pas pris de décision. Par contre, la politique d'augmentation, c'est soit l'IPC ou minimalement, c'était 2 %. C'est ça qui est écrit dans ce qui a été voté dans le passé. Je dois vous dire, par contre, la première année qu'on était arrivé, l'IPC était à 3 points quelques, 4 points quelques, et on a eu 2 % d'augmentation. La deuxième année, là, on est allé avec l'IPC. Donc, si on regarde la moyenne des 2 années, c'est ça. Maintenant, on regardera pour cette année. Là, la décision n'est pas prise par le Conseil, donc on s'en est parlé. Là. Juste un petit commentaire, puis je m'en vais tout de suite. Là. Oui. C'est juste que ça a des répercussions ailleurs. À preuve, notre bon gouvernement provincial se sont donné 30 % d'augmentation de salaire. Fait que là, tout ce qui est secteur public présentement, ben, ils disent ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. Vous comprenez? On est présentement en négociation pour nos cols bleus. Tu sais, moi, je me dis qu'ils disent, ben, si eux autres se sont augmentés de 6,4 %, je sais que vous ne voulez pas négocier sa place publique, puis je ne veux pas savoir c'est quoi non plus, puis je ne le sais pas, là. Mais vous comprenez que ça a des répercussions ailleurs aussi. Puis là, vous, les élus ici, c'est des pacotiers, comme vous dites, mais tous nos cols bleus, avec vous, ça commence à faire de l'argent, là. Vous comprenez? C'est ça. C'est que c'est des répercussions ailleurs que juste pour vous. Mais ça a des répercussions toujours sur nos portefeuilles à nous. On est très conscients de ça. Merci, M. le maire. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a passé 30 minutes. Pardon? On vient de passer officiellement. On vient passer le temps. Donc, ça termine la période des questions. Donc, nous sommes rendus à la séance, à la levée de la séance. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur, une proposeuse. Je propose. Donc, Mme Plot propose que la séance soit levée. Donc, ceux-ci sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup de votre présence à tout le monde. Merci.